Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien ce merveilleux vendredi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review complète et détaillée du chapitre 1016 de One Piece, un chapitre dont la fin incroyable fera sans doute couler beaucoup d'encre et dont il me tarde de vous parler. Il y aura une pause la semaine prochaine, mais ne vous en faites pas, je vous réserve à la fois une vidéo et une petite surprise pour vous remercier de tout ce soutien que vous me portez. Voilà, vu qu'on a beaucoup de choses à dire, ne perdons pas plus de temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo ainsi qu'à vous abonner si vous le souhaitez, ça m'aide beaucoup au référencement et à développer la chaîne. Mille merci à vous. Alors, nouveau power-up de Nami, le prochain Mugiwara est-il confirmé? Le secret de Kaido et Wano Kuni a-t-il été découvert? Commençons sans plus attendre et voyons tout ça ensemble. Ce chapitre débute avec non pas une vue d'Onigashima, mais une vue de la capitale des fleurs, avec Otoko et Itetsu, deux personnages que nous n'avions pas revus depuis pas loin de 2 ans finalement. Ce que nous pouvons déjà constater est que le Tengu semble avoir pris sous son aile, la pauvre Otoko étant désormais orpheline. Elle qui vient de perdre son père, Tonoyasu, n'avait plus que Hiyori pour la protéger. Or, ce n'est pas la fille Kozuki qui est présent à ses côtés, mais le protecteur de la petite Otama. J'ai d'ores et déjà noté 2 choses. C'est le deuxième enfant dont s'occupe Itetsu. Il semble alors fidèle à ce que l'on dit des Tengu dans la culture japonaise, comme quoi ils sont une figure bienfaitrice et protectrice des enfants. Mais c'est surtout l'absence d'Hiyori à ses côtés qui m'intrigue. Comme je le disais, cette dernière était censée s'occuper d'Otoko, d'autant plus après la mort de sa seule famille. Le fait qu'elle ne soit pas présente à ses côtés me conforte dans l'idée qu'elle a tout simplement laissé la jeune enfant sous la protection du Tengu pour elle-même participer à la guerre de Nigashima. Cela rejoint alors l'idée qu'il s'agissait bien d'elle à la fin du chapitre 1014, dans l'ombre, soignant les fourreaux. Et si Oda nous montre Otoko sans nous montrer Hiyori, c'est sans doute pour nous faire comprendre que cette dernière a changé de plan au dernier moment. En tout cas, c'était une façon assez douce et harmonieuse de commencer ce chapitre en plein festival du feu, un festival organisé pour honorer la mémoire des défunts de Wano Kuni. Nous retournons après ça directement auprès du CP0, toujours présent sur l'île mais ne semblant pas prêt à passer à l'action. Leur rôle consiste pour l'instant à nous communiquer le rapport des forces des deux armées s'affrontant. Les statistiques et pronostics ayant encore changé suite à l'apparition de la jeune Otama et le ralliement de plusieurs sbires de Kaido à la cause des samouraïs, une chose en particulier m'a interpellé. Le CP0 possède une capacité spéciale. C'est ce que j'en viens à penser après leur facilité à estimer le nombre de combattants dans chaque armée de cette guerre. Ils doivent avoir soit un flou du démon ou une aptitude de clairvoyance peut-être, mais en tout cas j'ai du mal à croire que leur analyse se fait par une simple estimation approximative de leur part. Vu que leur pouvoir reste particulièrement mystérieux, tout comme leur identité au passage, eh bien Oda nous laisse le loisir d'imaginer tout et n'importe quoi les concernant. Et justement, leur présence si discrète et si facilement oubliable au milieu de cette guerre est très dangereuse. Le gouvernement mondial doit avoir accès à toutes les informations en temps réel et surtout va pouvoir agir quand les forces ennemies seront au plus faibles. Plus le temps passe, plus l'arrivée du gouvernement et de la marine à la fin de l'arc me semble inévitable. Après tout, nous avons commencé Wano Kuni avec les événements de la rêverie, nous avons fait des entr'actes dans Wano Kuni sur les événements de la rêverie, alors la fin de l'arc me semble obligatoirement reliée à cette fameuse rêverie et au nouveau plan du gouvernement mondial pour affirmer sa puissance sur le monde. C'est au tour du groupe de Nami d'être au centre de toute l'intrigue. Nous avons l'explication de la réincarnation de Zeus dans le Climatact. Quand ce dernier a été dévoré par Hera, la pointe du Climatact était également présente dans la bouche de Hera. Zeus, au lieu de disparaître, a utilisé le bâton de Nami comme un réceptacle, se réincarnant ainsi en lui. La scène était plutôt explicite et Zeus avait bel et bien toutes ses raisons de se réincarner dans le Climatact. Le power-up de Nami va encore plus loin que l'on pouvait imaginer puisque son bâton est désormais animé de sa propre volonté, celle de Zeus. Et il passe directement à l'action en attaquant Ulti qui vient de réapparaître, particulièrement affaibli du coup que Big Mom lui a asséné un petit peu plus tôt. D'une parfaite synergie avec Usopp qui attaquera également Ulti pour lui faire lâcher Otama, Nami réutilise son Raïté une ultime fois. La Tobiropo parvient à esquiver l'éclair mais c'était sans compter sur Zeus capable de manipuler la direction de la foudre, poursuivant Ulti et la frappant de plein fouet. Ça y est, normalement elle est enfin défaite. Après avoir pris des coups de Luffy, de Yamato, de Big Mom et de Nami, il semble que la Tobiropo soit enfin KO. Même si Nami doit sa victoire principalement à Big Mom, qui lui aura occasionné le plus de dégâts, il est indéniable que la présence de Zeus réincarné dans le Climatact représente un encore plus gros power-up que l'on aurait pu imaginer. Désormais, Nami ne pourra plus jamais rater une seule de ses attaques grâce à lui, elle va également gagner la capacité de voler dans les airs tout comme l'a fait Big Mom, et plus encore elle va pouvoir contrôler le climat. Zeus pourrait générer du vent, des tempêtes, et tout ça combiné aux connaissances météorologiques de Nami résultera un combo absolument incroyable. Les Mugiwara ont gagné un précieux allié et Nami a obtenu l'une des plus grandes puissances qu'elle aurait pu espérer. Usopp de son côté n'est pas en reste. Malgré le peu de démonstration de force qu'il a pu faire jusqu'à présent, il est parvenu à capturer Bao Wang qui vient tout juste d'annoncer la défaite des deux Tobiropo à l'île entière de Nigashima. Otama s'apprête donc à profiter des pouvoirs de Bao Wang pour faire une annonce générale qui ne nous a pas encore été révélée. Encore une fois, j'ai plusieurs choses à redire sur ces scènes. Usopp
Usopp n'a pour l'instant eu aucun adversaire propre là où Nami a affronté plusieurs fois Ulti. Il est donc fort probable que dans quelques chapitres il se retrouve à affronter un membre de l'équipage de Kaido puisque depuis le début de One Piece, il a toujours eu son adversaire attitré dans chaque bataille. Par-dessus tout, la déclaration d'Otama m'interroge grandement. Que peut-elle bien vouloir annoncer? La seule chose me paraissant logique est qu'elle profite de cette annonce générale pour donner un ordre direct bien précis à chacun des gifters qu'elle aura convertis à sa cause depuis son arrivée. Elle pourrait également dire quelque chose pour motiver les troupes, mais ça Momonosuke l'a déjà fait dans le précédent chapitre. Aucune raison qu'elle en fasse de même, sauf si c'est pour déclarer quelque chose de vraiment exceptionnel, voire même choquant. C'est la raison pour laquelle je la vois seulement donner un ordre général à ses propres soldats. Malgré tout, ça me semble un petit peu trop simple, le titre du chapitre est carrément relié à cette action bien précise, et il n'est pas impossible qu'Oda prépare quelque chose de bien plus important et épique autour de cette jeune fille ayant déjà largement contribué à faire pencher la victoire en faveur de l'armée des samouraïs. Le dernier chapitre s'est clos avec un face-à-face des plus attendus. Kaido et Yamato se rencontrent enfin. Depuis un an désormais que Yamato était introduite dans l'histoire et qu'une haine viscérale envers son père a été dévoilée, ce moment était plus attendu que jamais. Car c'est avec une symbolique des plus puissantes que ces deux personnages s'affrontent, le père tyrannique ayant emprisonné son enfant, le privant de sa plus simple liberté, et l'enfant en quête de vengeance et d'aventure ayant pris comme modèle l'un des plus grands rivaux de son paternel. Par-dessus tout, ce duel est également une sorte de promesse vis-à-vis des lecteurs que nous fait Oda. Oui, Kaido et Yamato ont une histoire, ils ont tous les deux un passé prêt à nous être révélé, allant jusqu'à nous dévoiler des secrets inattendus. L'histoire de One Piece sur Onigashima prend un tournant des plus particuliers et l'empereur ainsi que sa progéniture n'y sont pas pour rien. Kaido se transforme alors en dragon, vole au sommet d'Onigashima et reprend sa démoniaque et terrifiante forme hybride. Devant Yamato, il rigole des défaites de Luffy et Momonosuke, mais également d'elle, incapable de les protéger. Remarquant l'absence de ses menottes lui volant sa liberté, Kaido demande alors à Yamato si elle s'apprête désormais à s'enfuir, ce à quoi elle répond « Je pars en mer avec Luffy, mais avant cela nous allons te virer de Wano Kuni ». Kaido révèle que cette île lui est chère pour une bonne raison, qu'il n'a pas choisi au hasard de rester ici. Toujours dans l'espoir de convaincre Yamato de poursuivre ses plans et de devenir le shogun de Wano Kuni, sa progéniture est pourtant bien décidée à le combattre pour le bien du pays. Tout en étant certain de ne pouvoir le battre, Yamato le retiendra jusqu'à ce que Luffy arrive, l'homme qu'attendait Oden Kozuki. Dans un tonnerre noir déferlant de haki, les deux kanabo des deux démons se croisent et signent la fin de ce 1016e chapitre de One Piece. Forcément, c'est dans cette incroyable fin de chapitre que je vais avoir le plus à dire. Évidemment, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, les paroles de Yamato disant qu'elle partira en mer avec Luffy. Vous le savez, j'ai très récemment fait une vidéo hyper complète de presque 20 minutes sur comment et pourquoi Yamato a toutes ses chances d'être la prochaine Mugiwara. Je pense vraiment avoir dit tout ce qu'il y avait à dire dans cette théorie et forcément avoir cette nouvelle confirmation aujourd'hui me ravit au plus haut point. Yamato est totalement décidé à partir avec les Mugiwara, aujourd'hui plus que jamais, un nouveau membre risque de rejoindre l'équipage et pas des moindres puisqu'il s'agit carrément de l'enfant d'un Yonko. À ce niveau-là, c'est presque comme si Katakuri rejoignait le crew. C'est totalement dingue. Malgré tout, je ne veux pas céder à la hype et je préfère rester prudent, même si je suis très confiant dans cette théorie et que je la trouve presque parfaite pour tout vous dire, Oda peut nous brain. Oui, il nous ancre dans l'esprit que Yamato n'a pas d'autre choix que de rejoindre les Mugiwara, alors qu'en réalité, à la fin de Wano Kuni, son destin sera tout autre pour X ou Y raison. C'est évidemment pas ce que je veux, mais ça reste une petite mise en garde pour ne pas être déçu si le scénario ne va pas en faveur de cette théorie. Et concernant cette fameuse hypothèse, eh bien, que dire de plus? Si elle vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le sujet, c'est le moment parfait pour vous d'aller la voir et comprendre comment et pourquoi Yamato serait une parfaite Mugiwara. Gardons tout de même à l'esprit une chose, si Yamato rejoint bel et bien l'équipage et que les Mugiwara repartent de Wano Kuni avec Jinbe et cette dernière, leur dangerosité explosera aux yeux du gouvernement mondial. Un ancien Shichibukai, l'enfant d'un Yonko, la prime de Luffy va s'envoler comme ça n'a jamais été le cas. Si on prend en compte la défaite d'un empereur, l'alliance avec des pirates et du pays de Wano, ainsi que l'intégration de deux nouveaux membres, à la force rivalisant avec les plus puissants Mugiwara déjà présents, le montant de la prime de Luffy va atteindre des tout nouveaux sommets. Lui ayant déjà pris 1 milliard seulement pour avoir vaincu 2 Sweet Commanders et 1000 foutoirs sur Whole Cake Island, il est clair que Luffy, après les événements de Wano Kuni, va au minimum doubler sa prime. Son montant atteindra les 3 milliards, voire peut-être même les 3 milliards 500 millions de berries, tant ses actions auront un impact sur le gouvernement mondial et sur le danger qu'il va représenter à leurs yeux. Justement, le CP0 sera là pour voir absolument toutes ces actions, leur rapport sera sans nul doute la principale cause de cette incroyable hausse de prime chez Luffy et les Mugiwara en général. Car oui, si je parlais de Yamato et de sa puissance, c'est par l'incroyable démonstration de force à la fin du chapitre, démontrant apparemment la possession du Haki des rois aussi chez elle. Les éclairs noirs apparaissant lors du choc entre les deux kanabo ressemblent ainsi à cette nouvelle forme du Haki de l'armement que Luffy, Kaido et bien d'autres ont utilisé dernièrement. Est-ce étonnant venant de l'enfant d'un empereur? Eh bien, en reprenant l'exemple de Katakuri, lui aussi possédait le Haki des rois. Que Yamato ait ce pouvoir n'est donc pas dénué de sens,
sens et va au contraire dans la logique de la symbolique d'Oden. Lui aussi possédait le Haki des rois et l'équipage de Roger comptait dans ses rangs plus d'un utilisateur de ce pouvoir royal. Si Oda décide de refléter l'équipage du roi des pirates sur Luffy, il est normal que de telles similitudes prennent forme. Mais le plus gros du chapitre, d'après moi, n'a pas encore été analysé. Non, nous apprenons une chose, Kaido n'est pas présent sur Wano Kuni par hasard. Une raison l'a mené ici, une raison l'a forcé à s'établir et à avoir la main mise sur ce pays, expliquant ainsi pourquoi depuis plus de 20 ans, il s'est établi sur cette île. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous dire à travers mes reviews que si Kaido avait choisi Wano Kuni, précisément comme QG, ce n'était pas du hasard. Ce sentiment est aujourd'hui confirmé, ce qui va nous orienter vers une nouvelle question, qu'est-ce que Kaido a en tête et que sait-il à propos de Wano Kuni ? Depuis quelques chapitres, nous pouvons nous rendre compte que Kaido est très loin de la brute épaisse qui a été dépeinte lors de son introduction. Il sait des choses liées à l'histoire même du One Piece, et ça nous avons pu le confirmer après qu'il ait parlé de Joy Boy. Alors quelles seraient les raisons pour lesquelles Kaido a-t-il décidé de s'emparer de Wano Kuni ? Si on se remémore les désirs de l'empereur depuis le début de ses apparitions, on pourrait y trouver un début d'explication. Au chapitre 795, il dit vouloir créer la plus grande guerre quitte à ce que le monde disparaisse avec lui. Au chapitre 985, il dévoile l'intégralité de son plan accompagné de Big Mom, son souhait de faire de Wano Kuni une zone de non-droit, un paradis pour les pirates hors d'atteinte de la marine et du gouvernement. Plus encore en mettant la main sur les plus grandes puissances de ce monde, les armes antiques, absolument rien ne pourra les arrêter et la planète entière plongera dans la peur et la guerre. En gros, Kaido a toujours voulu la même chose, l'anarchie. Une anarchie qu'il aura cependant lui-même déclenchée et qui sera sous son contrôle. Cela ne répond cependant pas à cette question qui nous brûle les lèvres, pourquoi Kaido se trouve-t-il ici ? Eh bien en se basant sur les ambitions de l'empereur, plusieurs hypothèses nous sont venues à l'esprit. Premièrement, les armes antiques. Comme nous avons pu le voir, leur possession semble être l'un des principaux objectifs de Kaido, et ça depuis le début. En effet, Kaido lors de son introduction dévoilait déjà son envie de retourner le monde dans le feu de la guerre. Et durant tout le développement de l'univers de One Piece, une seule entité a été décrite capable de créer cet apocalypse, une arme antique. Pluton, Poséidon ou Uranus, ces trois armes au nom d'anciens dieux ont systématiquement un lien avec une prophétique destruction du monde de par leur puissance inégalée. Au chapitre 795, Kaido voulait déjà détruire le monde et au chapitre 985, il révèle cette même ambition ainsi que d'obtenir les armes antiques. Le lien entre les deux peut être fait donc assez facilement. Alors y aurait-il une arme antique sur Wano Kuni ? Si on prend une fois de plus du recul, les armes antiques correspondent en quelque sorte au boss final de One Piece. Alliés ou ennemis, nous ne savons pas encore exactement comment les considérer, mais ce qui est sûr c'est qu'elles auront une place primordiale lors de la guerre finale quand l'avenir du monde sera justement en jeu. Ce que nous savons également c'est qu'elles détiennent une certaine place dans la prophétie. Du moins cela a été le cas avec Poséidon et l'histoire de son éveil transmis de génération en génération, une histoire étroitement liée à l'arrivée d'un certain élu qui guidera l'arme antique pour faire le bien et non pas pour causer la destruction. Le cas est similaire avec Pluton finalement, son histoire se transmet au sein de la famille royale des Nefertari, mais également à travers les artisans de Water 7, protégeant les plans du bateau de mauvaise main dans lesquels il pourrait tomber. Lorsque le sujet d'une arme antique est mis sur le tapis, ce n'est donc pas le présent qui intéresse mais bel et bien le futur. Le futur de comment et pourquoi cette arme serait utilisée. C'est pourquoi je pense qu'une arme antique, quel que soit son nom, pourrait se cacher dans cette nation antique qu'est Wano Kuni. Ou alors, sans y être vraiment présente, les secrets de sa localisation reposeraient bel et bien dans la terre des samouraïs. Serait-ce également un secret de famille au sein des Kozuki, comme pour la famille Ryukyu des hommes poissons? Ça pourrait être le cas et Kaido, tout comme Crocodile pour Pluton à l'époque, en aurait eu vent. Dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, les secrets des armes antiques ne le restent pas très longtemps. Ça nous permet de rebondir sur la deuxième hypothèse. Kaido ne serait pas là pour une arme antique, ou pas du moins uniquement, mais pour rencontrer Joy Boy. Ça a fait sensation dans l'avant-dernier chapitre quand le terrible empereur a évoqué ce nom aussi mystérieux que légendaire, totalement lié au voyage de Roger sur la dernière île. Kaido attendrait lui aussi, tout comme Roger et Oden, l'apparition du nouveau Joy Boy. À partir de cette révélation, nous pouvons tirer la conclusion rapide que c'est sur Wano Kuni que Kaido attend Joy Boy et nulle part ailleurs. Car Oden lui-même confirme que Joy Boy viendra sur cette île et que les fourreaux devront s'apprêter à ouvrir les frontières de cette nation lors de sa venue. Étant donné que Kaido semble savoir beaucoup de choses au sujet de Joy Boy, qui nous dit qu'il n'est pas au courant de sa venue prochaine sur Wano Kuni et donc aurait motivé l'empereur de l'attendre sur cette île. C'est loin d'être incohérent, cependant une question persiste, pourquoi ? Pourquoi Kaido en aurait après Joy Boy ? Pourquoi s'en intéresse-t-il ? Eh bien c'est encore assez flou, mais si Joy Boy est destiné à accomplir de grandes choses pour le bien du monde, qui nous dit que l'inverse ne peut pas être provoqué ? Kaido profiterait de sa venue, non pas pour lever l'aube sur le monde à ses côtés, mais bien pour le faire sombrer dans les flammes de la guerre. Après tout, pouvons-nous certifier que Joy Boy ne soit là que pour le bien et non pour le mal comme certaines armes antiques ? Car actuellement rien ne le différencie de ces dernières. Il vient d'un temps ancien, c'est un titre, presque un surnom qui est donné à une personne spéciale, et il est par-dessus tout destiné à accomplir des choses bien spécifiques
scientifique dans le monde. En bien ou en mal, ça, nous ne le savons pas. Kaido aurait alors comme projet de s'allier à Joy Boy, de l'utiliser ou qu'importe le terme que l'on peut employer, tout ça dans l'unique but de profiter de son pouvoir pour arriver à ses fins. Dans notre croyance actuelle, ce Joy Boy n'est nul autre que Luffy. Impossible de l'imaginer faire une telle chose. Or, c'est également ce Luffy qui a été vu prophétisé par Shirley être à l'origine de la destruction de l'île des hommes poissons. Rappelons que ces prédictions ne se trompent jamais, et ce, même si nous pouvons être sûrs que Luffy ne sera jamais animé d'un mal assez profond pour faire du mal à un peuple. Cette prédiction existe quand même dans le monde de One Piece et trouvera peut-être une explication très bientôt. En d'autres termes, Kaido aurait choisi Wano après avoir appris qu'il s'agit du lieu de l'éveil de Joy Boy, de l'endroit où ce dernier réapparaîtrait après plus de 800 années d'attente. Troisièmement et dernièrement, Kaido sait que Wano Kuni est lié à Laftel, et donc au One Piece, et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'y établir sa base. Je dis tout ça en repensant au mot d'Oden, toujours après son voyage sur la dernière île du Nouveau Monde, affirmant avoir appris que Wano Kuni était connecté au reste du monde et avoir découvert que Wano s'était isolé pour se protéger d'un immense pouvoir. Oda nous a offert un gros indice à travers les paroles d'Oden nous indiquant que l'histoire ayant tant fait rire Roger mentionnait sans nul doute le pays des samouraïs et les potentiels secrets qu'il cache. Encore une fois, si Kaido a eu vent de la véritable nature de Joy Boy, il peut très bien avoir connaissance d'un secret lié à l'île de Wano Kuni en elle-même. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle il semble être tant attaché à Onigashima. Peut-être qu'il s'agit même d'Onigashima, l'île qui l'intéresse autant, ce qui explique pourquoi il y a établi son quartier général dessus et pourquoi il la déplace en plein milieu de la capitale des fleurs. Quoi qu'il en soit, ce sont les trois principales théories me venant en tête expliquant la présence de Kaido sur cette île bien précisément. Une île qui, comme nous l'avons vu, est entourée d'un épais voile de mystère qui ne va pas tarder à être levé. Nous sommes actuellement dans un arc qui n'a jamais autant lié les Mugiwara, et nous-mêmes d'ailleurs, au trésor final qu'est le One Piece. Wano Kuni prend une envergure différente à chaque nouveau chapitre. Il est temps aujourd'hui plus que jamais, et après plus de 20 années d'histoire, de répondre à certaines des plus grandes questions de cet univers. Oda le sait et c'est ce qu'il s'apprête à faire en cette fin d'arc. Que ce soit les armes antiques, Joy Boy, le One Piece ou même Lady, qu'importe la nature de ces mystères, des réponses sont prêtes à être données ici et maintenant. Alors préparez-vous bien car ce n'est plus qu'une question de mois, voire de semaines, avant que la vérité ne soit levée sur tous les plus grands secrets de cette incroyable histoire qu'est One Piece.